Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonne arrivée, c'est un ravissement de vous retrouver dans cette émission, le Club de l'Actu qui vous permet de revenir sur les faits marquants de l'actualité de la semaine. Au menu, la Guinée est encore sous le choc du scandale du nom de Salematou Camara, indignation tollée au summum chez les Guinéens suite au décès de cette jeune dame dans des conditions plus que exécrables. Les sanctions et la procédure judiciaire déclenchée contre 3 agents de santé d'un hôpital national sont perçues aux yeux de plus d'un comme des mesures cosmétiques. Pendant ce temps, situation contrastée dans les pays touchés par Ebola. Dernier cas, le dernier malade donc du côté de Libéria est sorti des unités de traitement. Pendant ce temps, des nouveaux cas sont enregistrés en Guinée et en Sierra Leone. Et la stratégie Ebola, zéro Ebola plutôt en 60 jours, semble donc finir en eau de boudin en réplique de Guinée. La Guinée a-t-elle capitulé devant la furie des coupeurs de route? Tout semble l'indiquer, à en juger par la dernière forfaiture commise par ces bandes de hors-la-loi qui essaiment le territoire. Tenez, 12 véhicules ont subi leur loi cette semaine entre Mamou et Pita, les occupants agressés et dépouillés de tous leurs biens. Alors que l'opposition soupçonne la CENI de vouloir renvoyer au calendrier grec les élections communales et communautaires, au profit de la présidentielle, la mouvance présidentielle donc se réorganise et affûte ses armes pour offrir un second mandat au professeur Alpha Condé. Sur quel registre compte-t-elle jouer? Que va-t-elle mettre en avant comme bilan? Notre confrère Ibrahim Koné, donc, qui est sous ce plateau, il va sortir ce livre que je tiens en main, qui est intitulé La Guinée dans le changement, acquis et perspectives de la troisième république. Nous allons revenir longuement sur le contenu, les grands axes de ce document. Et puis, pour terminer, nous allons parler de l'UFR donc, et de la majorité présidentielle. Lui, il est un transfuse de l'UFR, le parti de l'ancien Premier ministre Sia Touré. Il s'appelle Abdourahmane Makiba. Il évolue désormais au parti AFIA, allié de la majorité présidentielle. Donc, il est avec nous sur ce plateau pour faire le débat. Abdoul Wahab Bari, directeur d'application de kababashir.com. Il est à sa première participation dans cette émission. Monsieur Bari, bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci. Mohamed Mara, co-animateur, donc journaliste à Espace FM, il est également sur ce plateau. Bonsoir Mohamed Mara. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Ibrahim Koné, directeur général de Vision 2000 Communication. Bonsoir. Bonne arrivée. Il faut rappeler donc à nos téléspectateurs que Vision 2000 Communication est un groupe de presse qui regroupe qui regroupe plutôt le journal des appels d'offres et offres d'emploi, Régional Info Guinée, et beaucoup de sites donc internet. Et bonsoir également à monsieur Abdourahmane Makiba, vice-président du parti AFIA chargé des relations extérieures. Monsieur Ba, bonsoir. Bonsoir monsieur Diallo. Bonne arrivée. Merci. On ouvre avec Junior qui a donc parlé cette semaine dans la presse. Quel crédit faut-il accorder à ces propos? Écoutez, j'ai lu attentivement, avec beaucoup d'attention, les propos de M. Mohamed Diallo, puisque c'est le nom qui semble apparemment qu'il faille retenir, Mohamed Diallo, alias Junior. Mais avant de parler de son arrestation, il est peut-être intéressant, et serait peut-être important de rappeler un peu ce qu'on sait de l'homme. À mon avis, c'est vrai que la police ou les services sécuritaires depuis un certain temps le présentent comme pratiquement, disons, le plus grand bandit, le plus grand malfrat pratiquement de notre pays. Mais à un moment donné, on avait, disons, un autre homme qui était présenté de la sorte, alias Souka. Il vous souviendra que lors du procès Souka, et notamment dans sa dernière déposition, dans sa dernière intervention devant le tribunal, devant la cour d'assises, Souka à l'époque avait parlé de Junior. Mais certaines choses à l'époque n'ont pas été éclairées. En tout cas, le procès ne nous avait pas permis d'avoir toute la lumière sur cette histoire-là. Rappelez-vous déjà que Souka affirmait que Junior, si on voulait en finir l'insécurité en Guinée, il fallait coûte que coûte mettre la main sur Junior. Mais attention, il mettait en garde, justement, parce qu'il disait que l'arrestation de Junior pourrait jeter un véritable pavé dans la mare, dans la mesure où cet homme-là, il semblerait, en tout cas d'après Souka, détiendrait des secrets de connivence, de promiscuité et de complicité active entre
disons, une sorte d'oligarchie de notre armée et des services de sécurité, des services de sécurité, même de l'armée, même de l'armée et des malfrats. Voilà. Donc, d'après Souka à l'époque, c'est que cette criminalité, c'était un phénomène contrôlé, entretenu et organisé par des officiers. Déjà, rappelez-vous, il disait que nuitamment, plusieurs d'entre les pensionnaires de la prison civile de Conakry étaient libérés en vue de commettre justement des forfaitures et revenaient le lendemain pour partager les butins avec certains officiers. Il vous souviendra qu'un certain colonel Bangoura, dont je vais taire le prénom, et notamment de la police, avait été cité à l'époque. Un fait qui avait paru à l'époque anodin, qui peut-être peut aujourd'hui être une piste intéressante, c'est que ce colonel Bangoura, d'après Junior, était le parrain, après Souka, était le parrain de l'un des enfants du Junior. Donc, un des enfants du Junior porterait le nom justement de ce colonel-là. Et aujourd'hui, curieusement, Junior affirme dans cette interview qu'il a accordé à un de nos confrères résidents à Zélékoré, avec qui il avait quand même tissé quelques relations sur le terrain, et il affirme que lui n'a jamais connu Souka. Ce qui quand même, d'après moi, serait extrêmement étonnant. Ouais. Mais ce qui reste clair dans toute cette histoire, c'est que à écouter Souka et Junior, un fait est évident. C'est que certains officiers de la police et de l'armée guinéenne travaillent avec des malfrats qui commettent des crimes. Ouais. C'est ce qui apparaît. Ouais. Parce que moi, je me pose quelques questions. Ouais. Comment Junior a-t-il quitté Conakry après l'assassinat de Madame Waro? Oui, lorsqu'on écoute des officiers, des OPJ, donc des officiers de police judiciaire, quand on les écoute, qui savent très bien ce que c'est que la présomption d'innocence, mais qu'on les entende tous les jours incriminer cet homme-là et l'indexer comme étant le plus grand bandit de cette nation, parfois on se demande est-ce que il n'y a pas autre chose. Il y a une sorte de haine pratiquement. Et comment a-t-il quitté la Guinée? Parce que lui, il affirme aujourd'hui que le général Baldé, qui est le haut commandant de la gendarmerie, lui aurait donné 50 millions de francs pour qu'il puisse quitter Conakry. C'est assez troublant. Alors on peut soupçonner, si tu permets, on peut soupçonner une quelconque implication des premiers responsables des services de sécurité, parce que Junior, dans cette interview, indexe clairement le général Ibrahim Baldé, qui est le haut commandant de la gendarmerie. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à imaginer que ces premiers responsables des services de sécurité, et pourquoi pas de l'armée, puissent être derrière des assassinats et des braquages? Effectivement, ce bandit de Grand Chemin, Junior, est présenté. C'est présumé bandit. C'est présumé bandit, ce présumé bandit est présenté par le service de sécurité comme étant un redoutable bandit. Absolument. Et qui serait impliqué dans beaucoup de cas de braquage et d'assassinat, dont celui de Madame Boireau. Ouais. Bon, lorsqu'on regarde aujourd'hui les charges qui pèsent contre Junior, on peut dire qu'il est dans une position de faiblesse et qu'il peut se permettre peut-être de faire des déclarations fantaisistes, une façon d'amuser la galerie. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que... Vous ne croyez pas à ces propos? Bon, c'est ça que il y a Kalkaré, par exemple, qui dit que ce sont des allégations d'un délinquant. C'est quand même grave, de la part d'un OPJ. C'est la réponse faite par le directeur de la police, M. Garé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Guinée, que ce soit le cas de Junior aujourd'hui, ou la situation d'insécurité dans laquelle nous vivons, et depuis un certain temps, il ne faut pas exclure l'idée d'une certaine complicité entre les services de sécurité et les bandits de Grand Chemin. Et on a suivi ce matin le braquage qui a eu lieu avec les coupeurs de route à Mamou. Et partout où il y a eu des actes d'assassinat ou de braquage de ce genre, souvent les présumés auteurs sont présentés comme des gens qui détenaient des armes et qui sont de guerre, qui sont souvent habillés en tenue militaire, et qui portent des tenues militaires. Donc on sait que c'est pas aussi facile d'aller trouver une arme de guerre. Donc ça veut dire en quelque sorte il y a une certaine complicité des services de sécurité. Ça peut ne pas être les personnes directement mises en cause, parce que à ma connaissance, Junior a cité le nom du directeur de la police, M. Garé, puis le général Baldé, qui, selon lui, leur aurait donné 50 millions, le temps de lui permettre de quitter un peu le pays. Donc tout cela, c'est des informations qu'il ne faut pas prendre à la légère, et il faudrait encore approfondir la réflexion. Quel va être, en tout cas, quel lien étroit existerait entre
les bandits de grand chemin et les services de sécurité, parce que ces bandits, quel que soit, il a expliqué tout à l'heure, le cas de Souka, et qui s'est avéré, il y a une certaine collaboration entre les agents de sécurité, d'une certaine façon, et les bandits de grand chemin. Donc, c'est des pistes à explorer. Il ne faut pas prendre ces informations à la légère. Alors monsieur Koné, vous allez publier ce livre, La Guinée dans le changement, et c'est bien intitulé, Acquis et perspectives de la Troisième République. La question de la sécurité, pensez-vous, de l'insécurité, pensez-vous que c'est un échec patent de la gouvernance actuelle? Mais écoutez, quand nous voyons, d'accord, actuellement tout ce qui se passe en Guinée, sur le territoire guinéen, ce que je peux dire à mes confrères guinéens, on est dans une nation. Et toute nation a ses problèmes de banditisme. Ce n'est pas que des soubresauts qui arrivent et qu'on doit mettre en branle toute la nation, toute la stratégie posée. Le cas Junior, je le suis de près. L'assassinat de Mme Boarou, je le suis de près. L'assassinat de M. Diaoné, paix à son âme, est d'actualité encore, puisque jusque-là, il n'y a pas eu de... Se le disent, auteur présenté devant la presse, devant l'opinion nationale. Alors, je veux dire que dans l'ensemble, il y a eu des faits marquants. Mais que cela n'en tienne, qu'on balaie du coup les réformes, d'accord, tout ce que l'État a pu mettre en place pour pouvoir donner les réformes, monsieur Koné, qui tardent à porter fruit quand même. Je veux dire, tout de même. Non, écoutez, je veux dire, aujourd'hui c'était Mme Boarou, hier, aujourd'hui c'est M. Diaoné, demain c'est qui? Mais il y a eu entre les deux, il y a eu Paul Temple Cole, et combien de citoyens anonymes, monsieur Koné, et ces dizaines d'anonymes qu'on retrouve dans les caniveaux. Absolument. L'insécurité n'est pas que l'histoire de l'État. L'insécurité est l'histoire de tous les citoyens. Écoutez, ne me dites pas que la Guinée, il est plus insécure de vivre en Guinée que New York. La dernière fois aux États-Unis, il y a une famille de 3 personnes qui étaient dans leur maison, qui ont pris 3 balles. En France, le cas s'est posé. On parlera de notre forme d'islamisme ou de ceci. Aujourd'hui, non, laissez-moi... Non seulement qu'en Guinée, la situation ne fait qu'empirer. Elle ne fait... Bon, pour ceux qui le voient ou l'analyse qu'on le donne, mais je veux dire qu'aujourd'hui, l'armée guinéenne, la police guinéenne est à mesure, voilà l'une des réalités, que Junior a été arrêté. D'accord. Déjà, l'arrestation de Junior, présumé, qui commence déjà à dire sur tous les toits ceci, l'implication des personnalités quand même que nous devons respecter. Général Baldé a fait ses preuves ailleurs. L'inspecteur général de la police guinéenne, au grade de général, M. Diaré, a fait ses preuves. On peut imaginer que cette personnalité soit derrière parrain des assassinats. Je ne peux pas comprendre que vous me dites, M. Koné, vous êtes parrain d'un assassinat. Je ne m'égale pas au général, mais je peux dire que quelqu'un me le dise. M. Koné peut entretenir, d'accord, des assassins, peut donner l'idée d'assassiner des Guinéens semblables. Bien. Alors, ça serait la même chose que pour moi qu'on dise M. Diaré, Général Diaré ou Général Baldé sont impliqués. Qu'ils le disent. La justice est là. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de réformes. Aujourd'hui, la justice guinéenne est à mesure de juger, puisque les magistrats guinéens ont des statuts particuliers cette fois-ci. Et ces hauts cadres, ces militaires, qu'on a cité leur nom, aujourd'hui, l'armée est à mesure, puisqu'il y a une justice militaire. Il y a la direction de la justice militaire qui a été finalement meublée. Attendez. Il va finir. Il va finir. On va faire réagir M. Abdourahmane Maki, puisque de l'UFR, il a fait le pas vers la mouvance présidentielle, puisqu'il évolue désormais comme chargé des relations extérieures au parti AFIA, qui est un parti allié à la majorité présidentielle. Alors, un mot, une réaction sur la question de l'insécurité. Pensez-vous que l'actuelle gouvernance risque d'être rattrapée sur cette question à la prochaine élection présidentielle? Bon, disons que les actes de banditisme, de haut chemin, de vandalisme et tout ce qu'on sait de délinquance
ça n'est pas inhérent qu'à un seul gouvernement, comme l'a si bien dit M. Koné. Le problème, il est là, c'est vrai. La Guinée traverse une période sécuritaire. Vraiment, on a des problèmes d'insécurité. Maintenant, de là à dire que les forces d'ordre de sécurité sont de connivence avec les bandits, bon, moi je ne m'aventure pas. Pourrait. Donc, voilà. À prendre au conditionnel. Comme il a bien dit tout à l'heure, aussi, on peut faire des amalgames. C'est-à-dire qu'un bandit de grand chemin, pour pouvoir tirer, comment on appelle, sa tête, peut nommément accuser n'importe qui. Il peut accuser un journaliste, il peut accuser un militaire, il peut dire je suis de connivence avec telle ou telle personne. Peut-être qu'il pourrait à ce moment-là sortir pour ne pas qu'il y ait de déballage médiatique. Encore une fois, moi ce que je dis, je regrette qu'aujourd'hui, que nous traversons cette période de crise. C'est vrai que les Guinéens ont peur aujourd'hui. Mais on ne peut pas mettre ça simplement sur le compte du régime actuel. Tous les régimes ont connu leurs bandits de grand chemin. Le temps de Lassana Conté, on a connu les Mathias et autres. Moi, j'ai mon propre cousin, Saïfoulaï Ba, qui a pris une balle. Comment on appelle sur le balcon? Écoutez, à Boussoura ici. Voilà. Donc on ne peut pas simplement dire... Non, attendez. Mais là où je ne vous comprends pas... Oui, allez-y. Je ne voudrais pas qu'on déplace en tout cas le débat, parce qu'ici, on est en train de parler de la responsabilité des gouvernants actuels dans la protection des citoyens. Qui a une mission régalienne de l'État. On est d'accord avec vous, monsieur Barry. On est d'accord. Attendez, monsieur Barry. J'ai deux précisions à apporter par rapport à cette situation d'insécurité. D'abord, il y a toujours, ça fait plus de 2 ans, il y a toujours une zone d'ombre qui plane autour de l'assassinat de Mme Boiro. Parce qu'il y a eu un premier groupe des assassins, des malfrats qui ont été présentés comme étant les auteurs. Bon, il a fallu encore attendre. La procédure judiciaire est lente, parce que ça fait plus de 2 ans jusqu'à présent. Il n'y a pas quelque chose de très clair dans cette affaire. En plus, la situation d'insécurité dans laquelle nous vivons, on a l'impression que c'est l'élite guinéenne qui est visée. Absolument. Parce qu'il faut se poser cette question. De Mme Boiro à l'ancien ministre qui a été récemment assassiné, ou de Paul Cole, ou je ne sais pas, M. Alpha Diallo, un professeur de l'université. Donc vous voyez, sans comptabiliser effectivement, comme il a dit, les citoyens anonymes lambda qu'on retrouve. Donc la responsabilité de l'État est à 2 niveaux. D'abord, la problématique d'armes de guerre, c'est à l'État. Il y a des services de qui contrôlent la sécurité des jeunes. Ça, c'est sûr. Deuxièmement, l'État a pour mission d'assurer la sécurité des citoyens. C'est ça. Justement. Je voulais juste intervenir rapidement. Oui, allez-y. Je voulais dire que l'État, ce qu'il est en train de dire, je suis d'avis avec vous, mais comprenez la situation géographique de notre pays. La Guinée se trouve encerclée des pays qui ont connu des dizaines d'années de guerre, la Côte d'Ivoire. D'accord. Tout le long frontalier de la Guinée, de Lola jusqu'à Mandiana, c'est la frontière. Vous pensez que ces zones, quand elles ont eu la stabilité totale... Non, monsieur Koné, c'est un peu léger. C'est un peu léger comme argument. Attendez. Non, je ne peux pas vous laisser continuer. Je trouve que c'est un peu léger. Attendez, le Sénégal connaît un mouvement armé. Absolument. Depuis plus de 30 ans. Cependant, à Dakar, les Sénégalais ne connaissent pas le même type d'insécurité que le Conakry-Ka. Attendez, le Mali connaît une insurrection armée. Le Mali connaît une insurrection armée. Oui. Pour autant, les coupables de route ne sévissent pas à ce point sur le territoire malien. Monsieur Mara. Toujours, attendez, ce que vous dites là n'est pas suffisant, c'est un peu léger. Le Niger depuis toujours connaît des bandes de rébellion dans le nord. Cependant, la criminalité n'est pas à un tel niveau. Le problème, ce n'est pas le régime qui est en cause en tant que régime. Merci. Mais c'est l'État. Attention, je parle de l'État. L'État, il y a une continuité. Qu'est-ce à dire? Je suis citoyen. La seule chose que je ne peux pas assurer, c'est ma propre sécurité. Alors, qu'est-ce que je fais en tant que citoyen? Je me délaisse d'une partie de ma souveraineté en tant que peuple que nous confions à ce qu'on appelle l'État. Nous payons des taxes, nous entretenons l'État. En retour, l'État nous protège. Absolument. Alors, si l'État est incapable de nous protéger, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une défaillance totale. Et alors là, ça peut rattraper n'importe quel gouvernement. Absolument. Voilà. Là, je voulais juste que M. Mara baisse le ton, qu'il comprenne que tout problème s'explique sur plusieurs variantes. J'ai pris un cas sociologique et l'explication de la Guinée. La circulation, la prolifération des armes de guerre. Un spécialiste de la question, c'est une dimension de la sécurité. Absolument. Je veux dire que M. Mara comprenne que la CEDEAO, d'accord, aujourd'hui la Guinée,
la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, le Libéria ont ce problème. C'est que tu es en train de citer. Le Sénégal ne l'a pas connu. Le Sénégal a été entouré de quel pays qui a eu l'instabilité? Mais il a un foyer incandescent depuis 30 ans. On va pas épiloguer. Il y a la situation de la Casamance. C'est de cela que je parle. On va reprendre le débat si tu fais rien. On va le laisser continuer. C'est très différent. Casamance, c'est tout à fait en bas. Et entre Casamance et la partie stable du Sénégal, vous avez la Gambie qui a eu lieu. Attendez, c'est des zones que je connais. Non, laisse-moi finir. Ah d'accord, terminez parce que je veux quand vous revenir. allez de l'autre côté, vous allez, aujourd'hui, prenez la voiture, allez en Freetown. C'est le même peuple, c'est les mêmes frontières. Nos frontières sont tellement poreuses, tellement faciles de passer que l'État... Va-t-on continuer à parler de frontières poreuses et ne pas y trouver de solution? Non, il est en train simplement d'expliquer qu'il n'y a pas d'État en Guinée. C'est simplement ce qu'il est en train d'expliquer. Voilà. Je te l'engage, tu peux le dire. Mais je dis, en tant que citoyen guinéen, je ne te permettrai pas déjà de dire que je suis citoyen de nulle part s'il n'y a pas un État en Guinée. Je suis guinéen, j'en suis fier. Ce qui arrive à la Guinée, tout Guinéen doit se lever, nous les intellectuels, interpeller les autorités. Absolument. Ce qui se passe, corriger. Écoute, il y a beaucoup de coupeurs de route. Prenons les facteurs, il ne faudrait pas que nous disons comme ça. Si les routes étaient faites, si les routes étaient bien bitumées, si aujourd'hui la police, la gendarmerie, on est en train de les doter, nous les hommes de presse, on se met derrière eux, on les pousse, ils feront leur boulot. Mais que nous ne soyons pas complaisants et demain on se lève, on dit l'État, l'État. L'État c'est qui? C'est nous tous. Alors ce travail qui est en train d'être fait, levez-nous, disons à tout le monde de faire leur boulot. Je suis choqué que je vois, des Guinéens en train de se faire massacrer par des inconnus. La question, monsieur Koné, est très simple. L'État guinéen, ce gouvernement, est-il en train de réussir le pari d'assurer la protection des Guinéens? Oui ou non? Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, l'échec est constatable et palpable. L'échec n'est pas constatable. Il n'y a pas d'échec. Ce que vous êtes en train de dire en Guinée, je veux dire, c'est dommage. Je ne souhaiterais pas, je l'ai dit la dernière fois, je présente mes condoléances à toutes ces familles. Mais écoutez, il y a des facteurs sociologiques. Il y a deux choses que moi j'aimerais relever. Il ne faudrait pas qu'on pense que la Guinée, on est situé sur d'autres types de planètes. Aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait, c'est de l'encourager. Avant, on avait connu la milice en Guinée. D'accord, quand je dis la milice, je vais parler du temps révolutionnaire. C'était une forme... ou la police de proximité. On n'avait pas tout ça. La Guinée a connu des mutations. Après le régime révolutionnaire, on a eu le régime semi-libéral du général Lansana Conté. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cas guinéen, souvent, j'aimerais bien qu'on le prenne sur plusieurs angles. La Guinée a reçu beaucoup de ces Guinéens venant du Libéria, de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone, avec des habitudes permanentes. On ne va pas continuer à ressasser l'histoire. On a vu, non, on ne va pas continuer à ressasser l'histoire. La question, ça fait 4 ans. Avec ces réformes de la si vous permettez, allons-y dans les 5 années. Vous parlez de réforme. Attendez. Vous parlez de réforme. Puisqu'il parle d'acquis, je veux bien revenir sur cette question. Puisqu'il parle d'acquis, on va peut-être poser cette question. Ces réformes, vous allez voir. Oui, mais puisque vous êtes tous dans le même bateau, vous défendez la même chapelle. Attention, on peut défendre. Bien sûr. On reconnaît qu'il y a des insuffisances en matière de sécurité. Mais c'est ce qu'il faut reconnaître. On le reconnaît. Attendez. Non. On reconnaît qu'il y a des insuffisances. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est d'interpeller les pouvoirs publics, d'interpeller l'État, lui dire de doter d'abord nos forces de sécurité des moyens. Parce que d'abord, il faut savoir qu'on n'a pas les moyens. Ça fait 4 ans que les Guinéens vivent sous une véritable chape de plomb. Sur le plan sécuritaire. Oui, mais attention aussi, il faut savoir aussi que la Guinée a connu vraiment une période de crise économique depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé. Il faut savoir que ce gouvernement a hérité d'un pays à une économie exsangue. Il y avait pas mal de problèmes à résoudre, on n'avait pas d'argent, il faut le dire ça aussi. Maintenant, en plus de cela, lorsqu'il s'est agi par exemple d'organiser des élections ici,
qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas pu organiser vite les élections parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et que les bailleurs de fonds avaient suspendu toute forme de ligne de crédit à la Guinée. Parce qu'il y a certains qui sont allés à l'extérieur pour aller s'égosiller là-bas, pour dire que tant que le processeur n'aurait pas organisé des élections, pour avoir, comme on appelle, une assemblée nationale, il ne faudrait pas donner de l'argent au pays. Ça, nous le savons, ça. Mais ça, on ne le dit pas. C'est vrai, il y a un problème sécuritaire qui demeure dans ce pays. Il va falloir que les pouvoirs prennent le problème à bras le corps, essayer que la justice fasse son travail, que la police fasse son travail, que l'armée fasse son travail et qu'on donne les moyens, effectivement, à nos forces de sécurité pour rassurer les Guinéens. Parce que c'est vrai, ça ne va pas jouer à notre faveur pour le deuxième mandat. Ça, je le reconnais ici. Ça, c'est bien. Voilà. L'autre visage, Mohamed Mara, parce qu'on parle d'insécurité, c'est vraiment le phénomène de coupeur de route. J'ai posé cette question, est-ce que la Guinée est en train de capituler devant les coupeurs de route qui sévissent et qui essaiment le territoire national? Est-ce que c'est vraiment la preuve que cette gouvernance, encore une nouvelle fois, a échoué en matière de sécurité, en matière de protection des citoyens? Écoutez, très clairement, moi je vais vous dire le fond de ma pensée. Sur le plan macroéconomique, on ne peut pas nier à ce gouvernement d'avoir quand même réalisé des prouesses. Parce que quand on sait où on a pris quand même on va ce pays, parler tout à l'heure. Il y a plus de 4 ans. Forcément, il en a largement parlé dans son livre. Ceux qui aujourd'hui, en réalité, se constatent sur le terrain, malgré que les Guinéens, c'est vrai, dans l'assiette ne le ressentent pas directement, c'est vrai qu'il y a eu des prouesses à ce niveau-là. Mais je me dis que l'un des tendons d'Achille, sinon le tendon d'Achille de l'actuelle gouvernance, c'est vraiment cette question de sécurité. Je suis quand même désolé que M. Koné ne le reconnaisse pas du tout. Je vous donne un exemple très simple. Comment expliquer que Junior, qui était l'ennemi public numéro 1 déclaré par la police et la gendarmerie, que cet homme-là vivait en Zérékoré, en pleine ville, pendant près d'1 an, avec femme et épouse, avec maîtresse pour laquelle il a ouvert une boutique, avec, comme on appelle ça, un parc auto qui fonctionne encore aujourd'hui en pleine ville de Zérékoré. Cet homme a pu organiser, comme on appelle ça, une compétition de poésie pour les jeunes. Cet homme est allé jusqu'à organiser, d'ailleurs à Zérékoré on l'appelle Diallo lutte traditionnelle. Il a pu organiser des combats de lutte traditionnelle entre les 22 quartiers de la ville de Zérékoré et où, au camp militaire de la ville, qu'on me dise que ce monsieur là était l'ennemi public numéro 1, recherché par nos services de sécurité, alors qu'il était cité nommément pendant tout un procès, pendant les assises de la cour d'appel. Je ne comprends pas comment cela a pu se passer sans complicité. Et pour preuve, quand il a été arrêté, il a fallu l'amener à Conakry. Je dirais même pas par hélicoptère, je dirais même carrément téléporté, s'il faut le dire comme ça. Maintenant, le phénomène des coupeurs de route. Une chose que je remarque, surtout sur peut-être le tronçon que je connais le mieux généralement, entre Dabola Kouroussa, mais aussi entre Mamou Dabola, Mamou Farana. Il faut reconnaître une chose, il a signalé tout à l'heure, il y a d'abord l'état des routes qui favorise ce phénomène-là. Oui, ça, voilà. Personne ne peut le nier. Ce sont des facteurs, forcément. Mais parlons du mode opératoire. Mais le mode opératoire, justement. Vous savez, lorsqu'on a parlé des assassinats récemment, moi je vous ai rappelé un mode opératoire que j'ai beaucoup plus observé dans certains pays anglophones, surtout le Nigeria, qui semblait se transplanter maintenant en Guinée. Mais en Guinée, il y a un fait quand même qui est curieux. Écoutez, vous n'allez pas rencontrer des uniformes militaires à tous les coins de marché. N'est-ce pas? Très bien. La prolifération des armes légères dont nous parlons. N'oublions pas que l'actuel ministre, c'est le 4e ministre qui se charge de notre sécurité en 4 ans. C'est quand même la preuve que le gouvernement a ce problème. C'est le seul département qui a connu 4 ministres en 4 ans. Et ce monsieur, rappelez-vous, il est juriste, mais vient d'une organisation qui luttait justement contre la prolifération des armes légères. Donc c'est un homme apparemment du Sérail qui devrait être un expert, qui devrait comprendre davantage la situation. Mais vous l'avez déjà entendu sur cette question de l'insécurité depuis qu'il est là? Non. On ne l'entend pas. Donc moi je suis étonné. Maintenant sur le mode opératoire, lorsque vous les voyez, l'audace, un point de presse. L'audace, dans ce cas-là, il vous revient à vous journalistes aussi de faire votre travail d'investigation. C'est ce que toutes les personnes qui seraient de près ou de loin impliquées dans ces histoires, allez-y les voir, posez-leur la question. Pour que Junior parle, il a fallu que des journalistes prennent le risque de mettre leur vie en danger pour qu'on entende Junior aujourd'hui. C'est quand même le travail de la presse, ce que je vous dis là. Ce n'est pas devant un juge qu'il a fait cette déclaration. C'est notre boulot à nous. Maintenant, ces coupeurs de route, une chose m'étonne, c'est l'audace avec laquelle ils opèrent. Comment pouvez-vous concevoir
qu'une RN, une route nationale, soit prise d'assaut pendant plus de 6 heures jusqu'au petit matin, sans qu'il n'y ait entre deux villes importantes, entre Mamou et Dalaba, sans qu'il n'y ait des détachements venus de Mamou ou de Dalaba pour les mater. Surtout que c'est une région montagneuse où vous n'avez pas du tout d'issue de sécurité. Il ne faut pas oublier, je ne comprends pas cela. Ces présumés coupeurs de route étaient habillés, ils sont généralement habillés en tenue militaire. Et qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas des militaires? C'est assez Qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas pas des militaires? C'est assez compliqué. Quand des citoyens subissent comme ça, le diktat de ce qu'on présente comme des coupeurs de route, ça se passe un tout petit peu partout en Guinée. Comment est-ce que vous expliquez cela, cette frustration, ce manque de sécurité? Attention, une valise remplie de sérum Ebola ou je ne sais pas moi, mais ça contaminé Ebola, est parti comme cela. Voilà, je vous le rappelle. Un exemple. Je le dis. Écoutez, le président du Conseil économique et social allait, Dieu merci, absolument, allait perdre sa vie dans une attaque de coupeurs de route. On le disait la dernière fois, le président de l'Assemblée nationale. J'en suis conscient. C'est lamentable. Mais je vous le dis. Ah oui, le président de l'Assemblée nationale, vous le confirmez? Ben, je le confirme pas. Mais d'accord. Il n'est pas porte-parole du président de l'Assemblée nationale. Je veux dire, écoutez, on est dans une nation où il faut connaître l'histoire de ce pays. Et c'est important de pouvoir juger, de pouvoir trouver des solutions à nos problèmes. Ce qu'il a dit tout à l'heure, je suis d'accord avec mon frère Mara. En Guinée, il est formellement interdit de vendre des tenues militaires et de les porter. Il est formellement interdit. Mais est-ce que l'application de ces textes est faite? Ça, c'est qui doit les faire appliquer? Qui doit appliquer? C'est l'exécutif. C'est là pour ça. C'est l'État. Là, ça ne marche pas. Voilà. Alors, aujourd'hui, écoutez, je dirais bien que nous, Guinéens, que nous acceptons nos textes et que nous poussons l'État à les appliquer. Voilà quelque chose qui se passe. Ce qui me cœur de fou. On n'a pas besoin de pousser l'État à faire appliquer les textes quand même, M. Koné. Monsieur Mara, quand vous sortez de Conakry, vous allez vers la forêt. Je vous dis l'état de nos routes. Voilà pourquoi l'État aujourd'hui, la Troisième République, s'est attaqué à des réformes majeures. Il faut faire ces routes. Les défacteurs, mais quand vous venez à 400 à 45 ou à 60, tu ne peux même pas rouler plus de 30 km/h dans ces, je dirais même pas des ravins, des trous entre Mamou, passant par Daboula, Kouroussa, mais c'est pas possible. Il faut bien que ces routes, depuis quand Kadhafi venait en Guinée, ces routes devraient être financées. Mais on était tous là. Pourquoi on n'a pas reconstruit? Pourtant, il y a une gendarmerie. On va évoluer dans cette émission. Il y a une gendarmerie. On va évoluer, si vous permettez. Oui, mais pas de moyens. Pourtant, il y a une gendarmerie mobile. Aujourd'hui, on est en train d'aller doucement. C'est regrettable, je le reconnais. Mais n'optons pas que tout ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, regardez l'équipement que la gendarmerie vient de recevoir. C'est pour qui? C'est pour le bien de la population guinéenne. Aller en guerre contre ces malfrats. La police, Gino, elle a été arrêtée. Il faut saluer quand même l'acte qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Même si ça a pris du temps, on a mis la main sur le malfrat. Il va être jugé. Ces dénonciations calamieuses, il va être jugé si on le laisse vivre. Voilà. Et écoutez, il y a des gens qui ont tiré sur la personne du chef de l'État. On ne les a pas ôté la vie. Ce n'est pas un délinquant qu'on le fera. Il va vivre et il va répondre à ses actes. Verra qui vivra. Voilà, moi je voulais juste ajouter que présumé délinquant, tout le monde reconnaît, même le camp présidentiel reconnaît quand même la question de l'insécurité. S'il faut évaluer le premier mandat, je pense qu'il est... Mais écoutez, le problème insécuritaire au monde, il existe. Oui. Chaque nation a sa dose d'insécurité. Oui. Je voudrais dire nous avons des pays où il n'y a presque pas d'État. Mais quand même, le Mali aujourd'hui a un État qui est nettement limité, que ce soit dans les moyens. Il va finir. Je voudrais dire que la question des routes, c'est un cas. Quand vous évoquez la question de route, des infrastructures, c'est un cas. Mais tout se passe à Conakry ici. On voit des barrages la nuit à Conakry ici. Quand vous venez vers
comment on appelle, avec votre voiture, on demande d'ouvrir le coffre, vous ouvrez le coffre et puis finalement, parfois les agents de sécurité même tentent de vous demander de l'argent, alors que l'insécurité ils ne tentent pas et vous le demandent, même en plein jour. Voilà, en longueur de journée, la nuit ici à Conakry. Non, ici, c'est pas Monsieur Barry, le problème, arguments de lancer les fleurs à l'ancien régime, je crois qu'on est en fin de mandat, je pense que ça ne tient pas. Il faut partir de 2011, depuis la prise du pouvoir, et puis évaluer. Voilà. Rapidement, oui, non, mais ce que je voulais dire, nous reconnaissons qu'il y a des insuffisances. Ça, c'est tous les Guinéens. Nous reconnaissons qu'il y a une insuffisance totale sur la question de la sécurité. Voilà. Mais il faut savoir aussi que ce gouvernement va se donner tous les moyens, puisqu'à partir du moment où ça devient récurrent, en changeant de nouveau de ministre. Non, c'est parce qu'apparemment c'est la solution qui nous a été posée. Non, c'est pas une question en changeant tout le temps de ministre. Gino a été arrêté. Gino a été arrêté. Moi j'ai entendu un commissaire. Souka a été arrêté il y a plus de 3 ans déjà. Il a cité des personnes qui ont été inquiétées. Si vous permettez, il y a eu un cas de meurtre en France. Ça après 25 ans. Bien sûr. La rue des Rosiers. La rue des Rosiers. Bien. Défense dans le secteur de la santé et la Guinée qui est encore ébranlée par ce scandale lié au nom de cette dame, cette jeune dame Salematou qui est décédée quand elle est arrivée dans un hôpital national, l'hôpital d'Onka, pour donner la vie. Elle a été abandonnée par le personnel de la maternité qui était de garde. Alors les femmes guinéennes sont sous le choc. Tout le monde a suivi leur manifestation cette semaine. Des sanctions ont été prises contre 3 agents de santé. Une action judiciaire a été déclenchée, mais cela n'est pas suffisant pour mettre du baume au cœur des Guinéennes. Comment avez-vous réagi? Comment avez-vous appris cette actualité, M. Ba, cette semaine? Qu'est-ce que ça met à nu, à votre avis? La négligence. Le personnel de santé n'a pas joué son rôle. Il faut le dire. C'est dommage. Nous présentons toutes nos condoléances à cette famille, c'est vrai. Donc il va falloir que des sanctions s'imposent de façon à ce que pareille situation n'arrive plus. Il est vrai que les hôpitaux sont saturés, les gens ont peur aujourd'hui de toute personne qu'on envoie en urgence à cause de l'épidémie Ebola. Mais il y a le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire que quelqu'un qui a juré de donner des soins, quand on voit une femme qui est enceinte en état d'accouchement, il aurait fallu mettre toutes les dispositions nécessaires pour accueillir celle-là dans de très bonnes conditions. C'est à sanctionner. Voilà, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est ce que voilà qui est bien dit. Wahab, pensez-vous que les sanctions qui ont été prises sont suffisantes pour régler cette question? Bon, il faut saluer quand même cette mesure, mais je crois qu'il faut encore aller au-delà, parce que les mêmes bêtises continuent dans les services de santé, surtout dans les services publics. Cette dame, on l'a connue, on a pu avoir des informations par rapport à son cas, parce que son mari a voulu s'exprimer à la presse. Tout à fait. Mais est-ce qu'on peut évaluer le nombre de cas qui se passent aujourd'hui dans les hôpitaux publics? Nous sommes tous des pères de famille, nous connaissons, chacun peut avoir un malade dans un hôpital quelconque. Et vous voyez même la réaction après l'arrestation de ces personnes, de ces 3 personnes qui ont été convoquées à la justice. Vous avez vu encore le comportement des agents du service de la maternité. Absolument. Qui ont boudé encore les lieux pour aller manifester, parce que nous sommes dans un pays où chacun peut se lever pour aller spontanément faire ce qu'il veut. Ces agents de santé, après l'arrestation de leurs amis et de leurs collègues, comment ils peuvent vider encore l'hôpital? Encore, alors qu'il y a d'autres patients qui viennent, vous avez suivi, vous avez même été témoin par rapport. Donc, je pense qu'il faut aller au-delà. Nous avons un problème sérieux au niveau du secteur de la santé. Peut-être on ne le ressent pas tellement du fait qu'il y a les cliniques privées. Ceux qui ont les moyens, ils se passent dans les cliniques privées. Mais c'est à longueur de journée, se laisser aller. Et ces médecins qui vraiment ne respectent pas, comme il a dit, les serments d'Hippocrate qu'ils ont prêté, parce que ça aussi, il y a la responsabilité aussi individuelle, il y a la conscience professionnelle des agents même. Au-delà des autorités, il y a la conscience professionnelle des agents. Sinon, même si l'instruction ne vient pas de la direction ou autre chose, humainement, on devait vraiment porter secours à cette dame. Et s'il faut exiger l'argent, dire bon, tant qu'elle n'envoie pas l'argent maintenant, elle ne va pas sortir de la maternité. Qu'est-ce que ça vous dit, Mohamed Mara, le cas Salematou Camara? Écoutez, je n'ai pas pour habitude d'étaler mes propres émotions, mais je vais vous dire ce qui s'est passé quand j'ai appris cette histoire, le matin même du décès de cette dame. C'est que ça réveillait des douleurs extrêmement vives en moi, des douleurs que je pensais avoir oubliées depuis 2002, parce que j'ai perdu ma mère dans des conditions quasi identiques.
cette fois-ci à l'hôpital Enyasdine. Et là, c'est même la première fois que je m'exprime là-dessus. À part les membres de ma famille, personne ne connaît cette histoire. Et à l'époque, on m'a dit, j'étais encore un jeune homme qui étudiait encore, j'ai voulu porter plainte. On m'a dit, s'il te plaît, laisse tomber, c'est Dieu. Il y a 3 choses qu'il faut voir dans cette affaire. D'abord, c'est toute une chaîne. Ça commence d'abord par la formation. Au niveau déjà des écoles, qu'est-ce qu'on est en train d'inculquer comme valeur aux Guinéens? Il y a une sorte d'inhumanité qui est en train aujourd'hui de s'installer à tous les niveaux dans notre pays. Le Guinéen n'est plus sensible à la souffrance de l'autre. La course au gain effréné fait aujourd'hui que le Guinéen n'a plus de sentiment pour l'autre. Alors, lorsque j'ai appris cette histoire, je vous assure, j'ai oublié ma masculinité, mais ça m'a fait couler des larmes. Parce que ça m'a rappelé un mois d'octobre 2002 où je suis venu avec ma maman à l'hôpital. Je rigolais avec elle. 2 heures de temps après, elle rendait l'âme dans ma main. Dans les mêmes conditions. Et ce même médecin, il est là aujourd'hui, on le dit, donc là, on le dit aujourd'hui, professeur. Il est à la cardiologie. Vous comprenez? Donc, des cas de ce genre, j'en ai vu d'autres. Personnellement, je n'aime pas mettre mes pieds à l'hôpital, d'abord à Enyasdine, depuis des années, même lorsque j'ai un malade, parce que simplement, ça me rappelle cela. Donc, il y a la formation, parce qu'on se rend compte quand même que dans les erreurs qui ont été commises, il n'y avait pas seulement que ce désir d'avoir de l'argent, mais c'est parce que les gens ne savaient même pas comment ce service-là tourne et quelles devraient être les règles à appliquer. Ça, ils ne le savaient pas du tout. On peut situer la différence au niveau des directions générales de ces hôpitaux nationaux. Écoutez, on ne peut pas toujours tout mettre sur la tête des autorités supérieures tout le temps. Il y a la responsabilité individuelle. Il y a la responsabilité aussi des institutions. Ce que je vous dis, ça part de l'école. Dans les faculté de médecine, comment les jeunes sont formés. Quand vous êtes 600, 700 dans un amphi et que vous êtes obligé d'être debout, qu'est-ce que vous entendez dans la salle? Alors, vous pouvez comprendre que lorsque une telle personne qui a été très mal formée se retrouve en face d'un cas qui lui paraît compliqué, écoutez, la personne cherche simplement à se débiner et à se détourner de ses responsabilités. Donc il y a tout cela. C'est facile aujourd'hui d'accuser la directrice de l'hôpital, d'accuser le chef de service qui est un professeur agrégé. Tout ça c'est vrai. Mais la responsabilité dans cette affaire-là, elle est avant tout personnelle pour ces différents agents. Et à mon avis, c'est au pénal, pas seulement en administratif qu'il faut les poursuivre, mais aussi au pénal pour non-assistance à personne en danger. C'est aussi simple que cela. Forcément. Et là, je suis encore d'avis avec Mara. Pour une fois. Je le disais pour une fois. Il allait plus loin. Je présente mes condoléances à cette femme. Mais je veux dire, s'il n'y a pas de réforme, s'il n'y a pas une nouvelle façon de voir les choses, ça ne changera pas. Voilà ce que la Troisième République est en train de faire. Aujourd'hui, je ne peux pas concevoir que une personne, une femme en état, avant-hier, il y a 2 mois, j'étais père, j'étais très heureux, que ce monsieur qui allait être père dans les heures qui venaient, non seulement perd son enfant et son épouse, et laissant derrière elle 2 autres enfants. Qu'est-ce que vous allez dire? Alors, je veux dire, c'est terrible. Et une fois de plus, moi je salue que ces médecins qui ont failli à leur mission. C'est une première que la justice se saisisse de l'affaire et ils vont être traduits. Je veux dire, on allait plus vite en les licenciant, mais qu'on les juge, qu'ils deviennent l'exemple pour les autres travailleurs guinéens qui sont assermentés pour protéger d'autres Guinéens. Mais si on doit dire, puisqu'on est des musulmans, tout c'est Dieu, mais il n'y a pas de sanction. Et quand il n'y a pas de sanction, l'être humain, quelque part, nous sommes des animaux. C'est parce qu'il y a des sanctions, c'est parce qu'il y a des règles que nous devons appliquer, qu'on a une conscience, on est différent des 4 pattes qui se trouvent de l'autre côté. De l'autre côté, M. Koné, puisque vous parlez des acquis de la Troisième République, comment comprenez-vous le fait que l'une des premières mesures prises par le professeur Alpha Koné, en l'occurrence la gratuité de la césarienne, la toute première d'ailleurs, soit encore difficile à être matérialisée sur le terrain? Comment comprenez-vous cela? Écoutez, il y a des cas isolés. Vous savez, quand je vous dis quelque chose de très petit, M. Mara va être d'accord avec moi, en sociologie, des fois, de façon très générale, on ne prend pas les cas isolés. C'est quand les cas sont très répétitifs. Mais par hasard, ou ce qui me cœur
En Guinée, souvent, c'est les cas isolés qui font bon. Écoutez-moi, je le dis, depuis 2 ans, je n'ai pas encore écouté qu'il y a une dame qui allait dans aucun centre hospitalier en Guinée et qu'on ne l'a pas touchée, elle est décédée. Non, on fait payer de l'argent. Non, on fait payer de l'argent aux gens. Non, je dis, aujourd'hui, depuis plus de 10 ans ou plus de 15 ans en Guinée, je n'ai jamais entendu que des médecins ont été jugés, arrêtés, traduits devant la justice guinéenne et jugés et sanctionnés. Aujourd'hui, c'est... Vous savez, il y a 2 problèmes. Bien, on va évoluer Mohamed Mara dans cette... parce qu'on est pris par alors, je veux dire qu'aujourd'hui, c'est un acquis. Et que ce jugement... La gratuité de la césarienne, c'est un acquis. Non, mais c'est un acquis. Aujourd'hui, la gratuité de on ne peut pas vérifier. C'est quand même un acquis, même si c'est mal appliqué. On a du mal à vérifier.